ignorant, c'est tellement dévoyé et c'est tellement connoté aujourd'hui par l'extrême droite que j'utilise très peu ce terme-là. Je parle d'exilés, c'est une élève de première dans un lycée qui m'avait dit ça une fois. En fait, on peut les appeler des chercheurs de refuge. Et j'ai beaucoup aimé cette expression de chercheurs de refuge, parce que je ne sais plus qui le disait d'entre vous, mais effectivement, personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. De Bruxelles à Chambéry, en passant par Paris, Damien Carême, heureux député français du groupe de la gauche, enchaîne les trains à vitesse grand V et les péripéties ferroviaires pour rejoindre la Savoie. Le temps d'une journée, il met entre parenthèses ses activités parlementaires pour participer à la rencontre régionale Villes et territoires accueillants de l'arc alpin. Un rendez-vous co-organisé par la ville de Chambéry et l'Envita, l'association nationale des villes et territoires accueillants dont il est coprésident. L'Envita, collectivité territoriale, accueil à condition. On vient aux rencontres régionales co-organisées avec la ville de Chambéry et l'Association nationale des villes et territoires accueillants pour faire une journée de rencontre des territoires accueillants de l'arc alpin dans le cadre d'un festival qui s'appelle Migre en Scène. Et on vient parler de comment résister face à la montée de l'extrême droite avec les problématiques spéciales liées au sujet migratoire. Voilà, donc on va avoir une journée de débat, d'échanges d'expériences. Créée en 2018 par 9 villes fondatrices, l'Envita rassemble collectivités territoriales, groupements de collectivités et élus qui œuvrent pour l'accueil et l'hospitalité sur leur territoire. Ça va? Ça va. Bonjour. Je suis Bourgade, je suis l'adjointe au maire, on s'est déjà vu sur les parrainages Voilà. il y a 3 ans. 2021. Voilà. Aujourd'hui, l'association regroupe 87 collectivités territoriales et une cinquantaine de membres à titre individuel, tels des élus locaux et parlementaires nationaux et européens. Des gens qui ont perdu leur boulot, qui étaient en plus pas des primo-arrivants, qui avaient déjà un titre de séjour depuis longtemps. Ils n'ont pas de renouvellement. Ils ne peuvent pas avoir leur renouvellement de carte de séjour. Et même, donc du coup, ils perdent leur boulot quand c'est dans les collectivités. Donc, là, c'est un problème qui touche tout le monde, pas que les étrangers. Ah oui, oui. Donc, voilà, c'était pour voir avec vous. Ma femme a une collègue qui est yougoslave, qui est arrivée au moment des... Donc ça fait 15 ans qu'elle est là, au moment de renouvellement de son titre, pas de rendez-vous, rien. Donc en fait, c'est la fabrique sans papier. Exactement. En fait. C'est un peu Alors je pense qu'ils les auront, mais le problème c'est que les services sont engorgés. Au programme des discussions, un débat entre élus sur la politique d'accueil face à la montée de l'intolérance et de l'extrême droite et un temps d'échange avec les différents acteurs sur le terrain. Une aubaine pour Damien Carême qui se nourrit de ses retours d'expérience pour faire avancer ses combats politiques. Commencez à prendre place. Merci Monsieur le maire, et merci de nous accueillir ici à Chambéry, où j'ai le plaisir de revenir, moi, après avoir assisté, comme à Barbera, en 2021, aux cérémonies de parrainage et marrainage républicain, qui est une cérémonie à laquelle nous sommes attachés aujourd'hui, l'Envita, parce que c'est un moment fort, je pense, où on marque en fait cette solidarité, cet accueil que l'on prône. Vous venez rejoindre les 87 collectivités territoriales qui forment l'Envita aujourd'hui et une cinquantaine d'élus à titre individuel, parce qu'on a ouvert cette possibilité d'ouvrir l'association à des élus, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'opposition, des fois dans des contextes compliqués, comme en Auvergne-Rhône-Alpes par exemple. Donc on permet à des élus d'être membres de l'Envita, ou moi-même d'ailleurs comme député européen. J'aimerais que le Parlement européen adhère à l'Envita. Ça va être un peu compliqué, surtout dans le contexte actuel, de les persuader de faire cette démarche-là. Vous avez des particularités qui nous concernent particulièrement dans cette journée liées à migration et extrême droite, comment on fait face à l'extrême droite. Et Thierry, tu le disais dans ton propos, ce n'est pas un sujet non porteur.
Moi, je ne partage pas complètement. Parce que ça fait preuve d'humanité et que beaucoup de concitoyennes et de concitoyens se retrouvent dans cette humanité et en font une certaine fierté. Je l'ai vécu dans ma commune lorsqu'on a accueilli plus de 2500 Syriens qui voulaient partir en Grande-Bretagne et on est la seule ville du coin avec le camp qu'on a réalisé, avec toute l'action qu'on avait mis en œuvre, à ne pas avoir voté pour l'extrême droite au premier tour de la présidentielle en 2017. Parce qu'en fait, la population a été associée, parce qu'on a permis la rencontre entre accueillants et accueillis et que ça casse les barrières, ça casse les fantasmes qu'on nous rabâche à longueur de temps sur les chaînes d'information continue ou dans les médias. Donc voilà, moi je pense que c'est un sujet justement dont il faut, et tu le disais en clôture de ton propos, s'enorgueillir de défendre ces valeurs-là. Bravo à l'hymne que je ne connaissais pas, savoyard. J'aimerais bien qu'on pourrait en prendre quelques couplets et qu'on pourrait arranger dans la Marseillaise, ça serait pas mal, hein, qu'on mette ça aussi, qu'on rappelle ces valeurs fondamentales que sont celles de l'accueil. Salut aux terres hospitalières, où le malheur trouva protection, d'un peuple libre arborant la bannière, je viens fêter la Constitution. Je réfère souvent au rapport qui a été fait par la Commission consultative nationale des droits de l'homme en juin 2023, qu'il a rendu au Premier ministre. Il y a une libéralisation de la parole raciste, de la parole contraire. Et la Commission note la responsabilité des médias et des politiques dans cette libéralisation de la parole contre l'autre, en fait. Et c'est toute la question qui est la nôtre au sein de l'Envita. On est ici deux piliers des trois du trépied qu'on appelle de nouveau l'Envita. C'est la société civile avec les associations, les citoyennes et les citoyens et les élus locaux. Il nous manque l'État, bien souvent, donc les communes sont un peu livrées à elles-mêmes. Il faut effectivement des fois affronter l'exploitation qui est faite localement. On l'a vu en France avec deux communes en particulier, Calac, qui a renoncé du coup à accueillir un centre d'insertion, hein, parce que c'est des personnes qui étaient tout à fait reconnues, qui avaient des papiers en règle, etc. Mais ça a été exploité par le parti Reconquête. Et Saint-Brévin, une autre commune, qui elle a résisté. Il y a un maire qui a démissionné parce qu'il s'est fait cramer sa voiture, une partie de sa maison, mais sa première adjointe qui l'a remplacée, elle a maintenu le projet dans sa ville et voilà, on apporte nous très fièrement notre soutien à ces communes-là. J'ai quitté le berceau de mon enfance pour m'abriter sous un climat plus doux, mais au foyer j'ai laissé l'espérance, en attendant je m'arrête chez vous. C'est cette volonté de maintenir les gens en dignité, c'est cette cause du logement social. Moi, on m'a toujours dit, attention, le logement social, c'est synonyme de délinquance. Moi, j'ai toujours fait la part des choses. J'ai été gamin en logement social. Mon père était ouvrier, on était 6 enfants et il n'y avait que le logement social qui pouvait répondre à nos besoins. Ma ville comptait 63% de logements sociaux. Quand j'étais en politique en rue, on m'interdisait de reconstruire du logement social sur ma commune parce que j'en avais trop. Et je gueulais en disant, mais les gens vont partir alors qu'ils n'ont pas envie de partir de ma commune. Je voudrais aussi joindre à un autre monde. Il y a celui du monde associatif, je l'ai dit au départ, des ONG, mais il y a aussi le monde de la recherche qui nous est très précieux en matière de migration, qui n'est jamais écouté par les décideurs politiques. Ils en souffrent, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Les travaux de recherche ont été complètement ignorés par la Commission européenne au moment où elle nous a présenté son pacte asile-migration. Et pourtant, c'est riche d'enseignements quand on écoute les travaux et quand on lit les travaux du monde de la recherche en matière migratoire. C'est d'ailleurs symptomatique que lorsque la loi immigration a été annoncée, la loi Darmanin, certaines associations, il y a eu un mouvement qui s'était créé pour demander une convention citoyenne sur la migration. Pas trop pour savoir quelle allait être la suite, puisqu'on connaît la suite qui a été donnée à celle sur le changement climatique, mais c'est parce qu'en fait, si on mettait 100 citoyens qui ignorent tout, enfin tirés au sort, dont certains pourraient être de l'extrême droite, mais qui entendent, qui écoutent, conformes à la question migratoire, je suis certain du résultat qu'on aurait obtenu à la fin sur le regard qu'on aurait eu sur la migration. Parce que voilà, on sortait des médias, on sortait du battage continu qu'on a autour de la migration. On est dans un monde anxiogène. Le monde anxiogène est maintenu volontairement dans cette situation-là. On a des crises démocratiques, économiques, climatiques, sanitaires, migratoires, agricoles, industrielles, etc., etc. Mais tout, quand on entend parler partout, on a
qu'un monde en crise. Et donc, ça crée effectivement ce repli sur soi, parce qu'en fait, quand on est en crise, pour se réfugier, ben, c'est nos proches, ça favorise l'entre-soi, l'individualisme dans notre société, et ça, c'est complètement exacerbé aujourd'hui. Et du coup, on cherche des boucs émissaires, on cherche des responsables de ça, et qu'on stigmatise, et effectivement, la migration permet de stigmatiser, alors qu'on n'apporte aucune réponse, et que les États sont défaillants. Les États, en France, je pense, mais aussi au niveau européen, où on est dans la même veine, on ne cherche pas à résoudre ces crises-là. On aurait pourtant les moyens. Regardez ce qui s'est fait au moment du Covid, où effectivement une Europe forte a permis de pouvoir rester confiné et de continuer à percevoir son salaire, aux entreprises de ne pas fermer les unes après les autres, parce que justement on a su se mobiliser autour d'un certain nombre d'objectifs. Et là, il y a cette volonté de ne pas y aller. Regardez, le monde agricole va ressortir les tracteurs derrière, parce qu'on ne veut pas s'attaquer aux causes réelles du problème agricole et du fait qu'il y a un agriculteur sur 2 qui se suicide tous les jours en France et qu'il n'arrive pas, que le revenu moyen d'un agriculteur c'est 500 € par mois et qu'on n'arrive pas à résoudre ces crises-là. Et on ne s'attaque pas aux raisons de ces crises, on va chercher des boucs émissaires parce qu'on sert, excusez-moi l'expression, mais l'intérêt du capital derrière, faut qu'on rétablisse tout cela dans l'opinion publique et il faut qu'on fasse cette pédagogie, cette éducation populaire, j'allais dire, auprès des populations pour expliquer tous ces phénomènes et les causes de ces phénomènes, pour arrêter de stigmatiser l'exilé. C'est une chose aussi il faut faire attention. Moi, migrant, c'est tellement dévoyé et c'est tellement connoté aujourd'hui par l'extrême droite que j'utilise très peu ce terme-là. Je parle d'exilés, c'est une élève de première dans un lycée qui m'avait dit ça une fois. En fait, on peut les appeler des chercheurs de refuge. Et j'ai beaucoup aimé cette expression de chercheurs de refuge parce que je ne sais plus qui le disait d'entre vous, mais effectivement, personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. On ne quitte pas son climat, sa famille, ses biens, son habitude, son histoire de gaieté de cœur. On prend la route parce qu'on est forcé à un moment, et c'est en cela que les migrations sont structurelles, elles sont proportionnelles, elles augmentent effectivement, mais elles sont proportionnelles aussi à l'augmentation démographique à travers le monde. Elle est proportionnelle aussi au nombre de conflits grandissant à travers le monde et que ces personnes-là prennent la route pour des raisons diverses et variées. L'aide médicale d'État, alors il y a beaucoup de ministres de gauche comme de droite qui avaient dit que c'était une connerie de supprimer l'aide médicale d'État, et là il vient d'y avoir la Haute Autorité de la Santé, c'est comme ça que ça s'appelle, je ne sais plus, oui c'est ça, le HAS, qui a dit qu'il ne fallait surtout pas toucher à l'AME parce que les conséquences seraient dramatiques sur le coût pour la sécurité sociale. Ce qui sert dans le discours politique, et moi je l'ai vu de responsables politiques de gauche aussi, quand la gauche était au pouvoir en France, qui me parlaient d'appel d'air, et moi c'est quelque chose qui m'effraie, l'appel d'air. Oui, mais regardez ce que vous faites en organisant un camp, ça va créer un appel d'air. J'ai démontré que ça n'a créé pas d'appel d'air. Il n'y a pas plus de personnes qui sont arrivées parce qu'on mettait des petites cabanes de bois pour héberger les personnes derrière. Donc ça aussi, c'est démonté par le monde de la recherche. Et d'ailleurs, ce que vous faites les uns et les autres en matière d'accueil montre bien que c'est pas parce que vous faites en sorte de donner un petit peu à manger ou un toit à quelques personnes qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. C'est pas ça qui attire ces personnes-là, c'est qu'elles quittent leur pays, encore une fois, pour des raisons diverses et variées. Et par exemple, le changement climatique aujourd'hui, François Gémen, qui est un des chercheurs sur la migration, mais aussi sur les questions de changement climatique, dit qu'aujourd'hui, parmi les migrants, 30% sont d'origine climatique. 30% des migrations sont d'origine climatique. Les migrants qui sont là aussi à cause de nos politiques extérieures. Je prends l'accord de pêche, par exemple, avec le Sénégal. C'est un exemple que je prends souvent. L'Union européenne passe un accord de pêche avec le Sénégal. On envoie nos gros chalutiers industriels pêcher au large des côtes sénégalaises. On va piller toute la ressource halieutique au large du Sénégal, ce qui fait que les pêcheurs sénégalais n'ont plus rien à se mettre dans les filets. Eh ben, ils prennent des petites embarcations, ils essaient de rejoindre le Cap-Vert ou ils essayent de rejoindre les Canaries. Les Canaries qui est actuellement la route la plus empruntée par les migrations au niveau européen, parce que beaucoup quittent le continent africain par ce biais-là, mais aussi parce que derrière, on a passé des accords abjects, excusez-moi l'expression, qui sont remis en cause aujourd'hui par les Nations Unies, qui parlent de participation à un crime contre l'humanité de l'Union européenne avec ces accords-là, avec la Libye, avec la Tunisie, d'autres sont en gestation avec l'Égypte, avec l'Algérie, avec le Maroc. L'Europe aujourd'hui s'extrême droitise dans ses propos. On a maintenant 3 groupes d'extrême droite au Parlement européen. On a une droite, le Parti populaire européen, le PPE, qui passe des accords avec l'extrême droite pour faire passer un certain nombre de ses politiques. La réalité, elle nous a rejoint l'intolérance, elle n'est pas qu'au niveau français, elle est au niveau européen aujourd'hui. Il ne faut pas perdre espoir, puisque je pense que derrière
les concitoyennes et les concitoyens français, et ça effectivement Thierry le disait, de par mes interventions un peu partout en France aujourd'hui et de mes visites sur le terrain, je peux constater un nombre considérable de concitoyennes et de concitoyens qui s'investissent sur l'accueil des personnes. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce discours vis-à-vis des étrangers, il est aussi dur vis-à-vis des personnes en précarité. Je suis persuadée qu'il faut arrêter de stigmatiser ces personnes-là aussi et qu'il faut faire un pas en avant. Et je sais que c'est difficile, mais j'aimerais aussi porter une proposition, c'est que ces échanges sont extrêmement utiles, je pense, entre nous. On est tous convaincus du bien fondé de cette cause, mais peut-être envisager des formats aussi où on discute avec des personnes qui sont un petit peu de l'autre côté. J'ai trouvé très intéressante la proposition de notre sénateur qui est de se battre pour le droit inconditionnel au travail, qu'il y ait un titre de séjour qu'il n'y en ait pas, parce que c'est une excellente introduction dans la société, ça permet de faire ses preuves, ça permet d'avoir un réseau social, ça permet de vivre dans la dignité. Je vous remercie toutes et tous, et particulièrement la ville de Chambéry, en mon nom, comme coprésident avec Jeanne Barséguian, la maire de Strasbourg, qui copréside l'Envita avec moi. Très heureux d'avoir organisé cette journée régionale, comme il y en avait eu une le mois dernier, ou il y a 2 mois, à Bordeaux, pour d'autres régions. Voilà. C'est toujours important de pouvoir avoir ce retour d'expérience, cet échange-là, ça nous nourrit les uns les autres, les unes les autres, et donc voilà, on est très attachés à ça. En boutade, pour terminer, on pensait créer une filiale, l'Envie Bas, l'Association nationale des villes et bars accueillants, parce que c'est là que se joue beaucoup, et la montée du Front National est proportionnelle à la fermeture des bars en France, et ça aussi, ça doit nous interroger sur le moyen de passer les informations, en fait. Merci, bonne fin de journée à vous toutes et tous. Il est midi, les échanges enrichissants ont ouvert les appétits. Élus et acteurs du terrain poursuivent leurs discussions autour d'un buffet gourmand préparé par J'aime Bocaux, un traiteur local et anti-gaspillage au service de la création d'emplois pour les exilés. Et qui voulait commencer à vous présenter, juste à vous présenter. Bonjour, je m'appelle Marianne et ça fait 2 mois et demi que je travaille à J'aime Bocaux. On a fait traiteur et voilà, des choses dans les laboratoires, confiture, des trucs salés, sucrés. Voilà. Merci beaucoup et bon appétit à tout le monde. Merci. Bonjour, je m'appelle Marca. Je travaille à J'aime Bocaux. Merci. Voilà, et puis moi je vais compléter un peu. Donc moi c'est Stéphane, je suis encadrant à J'aime Bocaux depuis 3 ans. Donc nous sommes un chantier d'insertion. Donc ces personnes sont en parcours d'insertion et elles viennent un peu des 4 coins du monde aussi. Donc on a cette chance d'avoir une mixité culturelle assez inspirante. Et la course contre la montre reprend pour Damien Carême. Il saute dans un énième TGV, laissant derrière lui les sommets enneigés. Direction de nouvelles rencontres à nouer et de nombreuses luttes à mener.